Les anciens Romains sont reconnus pour leur contribution au droit, à la gouvernance et à l'ingénierie. Pourtant, sous l'éclat de l'Empire romain, se trouvait un système légal parsemé de lois étranges et parfois étonnantes. Dans cette vidéo, nous vous proposons d'explorer quelques-unes des règles les plus remarquables et captivantes de la Rome antique. Vous croyez peut-être maîtriser l'histoire romaine, mais ces lois vont remettre en question vos idées reçues et révéler un aspect souvent méconnu de Rome. Restez avec nous jusqu'à la fin pour explorer les codes juridiques étranges, impitoyables et surprenants de la Rome antique et comprendre comment ces règles illustrent les valeurs et les craintes d'une des plus grandes civilisations. Dans la Rome antique, l'adultère n'était illégal que pour les femmes mariées. Ce concept était étroitement lié aux questions de lignée familiale et de stabilité sociale. La loi Alex Julia sur l'adultère, instaurée par l'empereur Auguste en 18 avant J.C., faisait partie d'une série de réformes morales visant à encourager les valeurs romaines traditionnelles. Selon cette législation, seules les femmes pouvaient être poursuivies pour adultère. Les femmes reconnues coupables d'adultère risquaient de lourdes sanctions, comme l'exil et la confiscation de leurs biens. La loi autorisait également le mari ou le père à les tuer, ainsi que l'amant, s'ils étaient surpris. En revanche, les hommes mariés étaient exemptés de telles sanctions. Ils pouvaient avoir des relations avec des femmes de statut inférieur, telles que des esclaves, des prostituées ou des concubines, sans faire face à des poursuites légales. Ce double standard s'expliquait par la structure patriarcale de la société romaine, où le pater familias jouissait d'un pouvoir quasi absolu au sein de sa famille. La loi visait principalement à garantir la légitimité des héritiers et à préserver l'intégrité de l'unité familiale, fondement de la société romaine. Les esclaves dans la Rome antique étaient privés de tout droit légal. L'esclavage était une institution répandue et éprouvante, où les esclaves étaient assimilés à des biens plutôt qu'à des individus. Cette condition juridique permettait aux propriétaires de les acheter, vendre, punir ou même tuer sans aucune conséquence légale. Le cadre juridique de l'esclavage était essentiellement élaboré pour préserver les intérêts des propriétaires, garantissant la sécurité de leurs investissements. Parmi les lois les plus controversées, le Senatus Consultum Silangianum, promulgué en l'an 10 après Jésus-Christ, imposait que si un maître était tué, tous les esclaves de son foyer, indépendamment de leur implication, devaient être exécutés. Cette loi visait à instiller la peur chez les esclaves, afin de les dissuader d'envisager toute action nuisible envers leur maître. Dans ses annales, l'historien Tacite évoque un incident où cette loi fut appliquée à la suite de l'assassinat d'un sénateur romain. 400 esclaves de sa propriété furent exécutés, suscitant une vive indignation parmi le public. L'absence de droit juridique pour les esclaves se manifestait également à travers les sévices qu'ils pouvaient endurer, tels que le fouettage, le marquage au fer ou la crucifixion, cette dernière étant réservée aux offenses les plus graves et particulièrement atroces. L'homme d'État romain et philosophe stoïcien, Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, dénonce le traitement sévère réservé aux esclaves et plaide pour une approche plus humaine à leur égard. Sont-ils des esclaves? Non, ce sont des êtres humains, des compagnons, des amis. L'avortement et l'abandon d'enfants non désirés étaient courants à l'époque romaine. La valeur attribuée à la vie dépendait fréquemment des conditions sociales et économiques, conduisant ainsi à des pratiques
qui choquent selon les normes actuelles. Ce sont des amis modestes. L'avortement, surtout au premier trimestre, était une pratique routinière et légalement reconnue. Le droit romain ne prohibait pas clairement cette procédure, la considérant souvent comme une option viable face aux grossesses non désirées, notamment lorsqu'une naissance pouvait représenter un fardeau trop lourd pour la famille. Le célèbre médecin romain Soranos, dans son ouvrage sur la gynécologie, propose des directives précises sur la façon de provoquer un avortement, soulignant l'acceptation généralisée de cette méthode. Une pratique encore plus cruelle était l'abandon des nouveau-nés non désirés, consistant à laisser des nourrissons dans des lieux isolés, où ils risquaient de mourir d'exposition ou d'être récupérés par des inconnus. L'abandon d'enfants était surtout répandu chez les familles pauvres, incapables de supporter le fardeau d'enfants supplémentaires, ainsi que chez celles ayant donné naissance à des enfants déformés ou non désirés. Cette pratique n'était pas considérée comme criminelle par la loi. Parmi les châtiments les plus redoutables et symboliques du droit romain se trouvait la poena culae, une peine appliquée au parricide, le meurtre de son propre père. Les Romains considéraient ce crime comme particulièrement odieux, enfreignant l'ordre naturel et l'autorité sacrée du pater familias. Pour punir un acte aussi monstrueux, ils avaient mis en place une méthode d'exécution rituelle terrifiante. Dans le cadre de la poena culae, la personne condamnée était d'abord fouettée, puis placée vivante dans un sac en cuir avec divers animaux, un chien, un coq, une vipère et un singe. Bien que seuls des serpents ayant été initialement utilisés, cette combinaison d'animaux est devenue la norme sous le règne de l'empereur Hadrien au IIe siècle après Jésus-Christ. Le sac était ensuite immergé dans un cours d'eau où l'ajout de ces animaux avait une portée symbolique, évoquant le chaos, la trahison et la subversion de l'ordre naturel. La poena culae ne se limitait pas à une simple exécution, mais se déclinait également en un spectacle public visant à renforcer la sacralité de la famille et l'autorité du pater familias. Le caractère rituel de cette peine, accompagné de symboles complexes, met en lumière l'importance morale et religieuse que les Romains attachent au crime de parricide. Les décès causés par la foudre entraînaient l'interdiction d'inhumer les victimes, une des lois les plus étranges de la Rome antique. Cette règle était liée aux croyances religieuses des Romains, notamment leur vénération envers Jupiter, le roi des dieux, perçu comme un dieu utilisant la foudre comme arme. Une personne frappée par la foudre était considérée comme ayant reçu un signe divin et un corps tué par la foudre ne pouvait être ni déplacé ni enterré de manière conventionnelle. Il devait rester sur le lieu de la chute ou, dans certains cas, être enterré sur place sans cérémonie. Le naturaliste romain Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, précise que ces corps ne doivent pas être touchés ni déplacés, étant donné qu'ils sont considérés comme ayant été transportés par les dieux. En abandonnant les corps sur les lieux de leur chute, les Romains croyaient honorer la volonté de Jupiter et prévenir d'éventuelles représailles divines. Les codes juridiques de la Rome antique constituaient un ensemble complexe de normes sociales, de croyances religieuses et de considérations pratiques. Bien que ces lois puissent paraître étranges, voire cruelles, en examinant ces anciennes lois, nous prenons conscience des avancées réalisées dans notre perception de la justice et de la dignité humaine. Cependant, elles nous incitent également à analyser de manière critique nos propres systèmes juridiques et la manière dont ils incarnent nos valeurs et nos croyances.
Pour d'autres découvertes captivantes sur l'histoire ancienne, pensez à liker, vous abonner et activer les notifications. L'exploration de l'histoire ne fait que commencer et de nombreuses révélations restent à faire. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'histoire des tortures et des punitions. Je vous remercie de vous abonner, car cela m'encourage à créer des vidéos encore plus captivantes. Merci, allons-y.